la terminologie à proprement parler. Donc là, je vais aborder les outils, après je parlerai de la méthode, de ses avantages, mais aussi des quelques inconvénients. Et puis, je terminerai par quelques règles pour la composition des glossaires. Vous les connaissez peut-être, hein. Comme vous êtes avec des formations différentes, certains d'entre vous sont spécialisés en interprétation, d'autres en traduction, d'autres en communication. Je ne sais pas quelles sont les spécialités des collègues canadiens ou suisses, mais ça peut sembler des répétitions pour vous, pour d'autres peut-être pas. Donc, dans le doute, essayons d'être complets. Alors, je mets ici les dictionnaires bilingues. Parfois, j'ai eu l'occasion de parler à des étudiants qui n'avaient pas la même formation, et leur premier outil était bien évidemment le bilingue. Et je leur demandais toujours s'ils avaient une cheminée chez eux, et si oui, d'utiliser ces dictionnaires comme combustible. Donc les dictionnaires bilingues, c'est un peu j'ai entre parenthèses la marque connue, c'est la restauration rapide du traducteur. Mais nous, on ne peut pas se satisfaire de restauration rapide, il nous faut quelque chose de meilleure qualité. Les dictionnaires bilingues ne sont pas fiables, à la fois parce qu'on ne sait jamais qui les a réalisés, c'est souvent du remplissage, c'est souvent du recyclage sans plus-value d'un matériel ancien. Par ailleurs, vous savez qu'un dictionnaire met du temps à produire et quelqu'un qui doit rédiger un dictionnaire s'y prend bien des années à l'avance. Et au moment où le dictionnaire est prêt à sortir, les termes les plus récents ont déjà une certaine ancienneté. Et par exemple, dans le cadre du sport, il n'y aura rien du tout sur les nouveaux sports olympiques que vous aurez à Sochi. Je donne ici le proverbe chinois, hein, donnez un poisson et vous donnez un repas et apprenez à pêcher et ce pauvre bonhomme pourra manger toute sa vie. Dictionnaire monolingue. Alors, bien évidemment, Internet, qui est la source de tout, mais si vous consultez un site pour rechercher la terminologie, veillez bien à ce que le site soit dans la langue originale, que ce ne soit pas une traduction. J'ai donné un exemple, j'ai fait faire la terminologie à des étudiants en Chine, sur le sport justement, et je leur ai demandé donc de dresser une liste de termes, c'était pour l'escalade, et ils sont tous allés sur le site de Decathlon Chine, et tous les termes étaient traduits, et visiblement ce n'était pas la terminologie utilisée par les vrais spécialistes de l'escalade en Chine. Donc il faut vraiment s'assurer que lorsque l'on utilise une référence, qu'elle soit fiable. On peut prendre des textes traduits si on est sûr qu'ils ont été traduits par des références en la matière. Si vous prenez par exemple des textes des communautés européennes, les textes très importants, ils sont traduits, certes, et en bien des langues. Parfois on ne sait pas quelle est d'ailleurs la langue de départ. Et on sait, parce qu'on connaît ses collègues, que la traduction est de qualité. Donc on peut là pratiquement se fier à ce travail les yeux fermés. Je vais vous montrer quelques exemples de textes fondamentaux qui seraient utiles pour vous. Si vous allez sur le site du CIO, il y a un certain nombre de documents qui existent en anglais et en français. Et le fait que ce soit officiellement affiché sur le site du CIO, c'est en général quelque chose auquel on peut se fier. Et ce sont des sources très intéressantes de terminologie et de concepts aussi, hein. On peut découvrir donc, par exemple ici, l'action qu'entreprend le CIO ou le monde du sport face au sida. Et puis, en lisant cela, en lisant dans les deux langues, par lecture parallèle, donc on peut très bien faire un glossaire qui sera très utile et dont on peut se dire que les termes qu'on va dégager seront fiables. Et même s'il y avait le moindre doute, on peut toujours en fait justifier son choix ensuite, sa référence, par le fait que ces termes sont utilisés par des textes qui sont produits sur un site, le site principal pour le sport, disons. Autre référence que l'on peut suivre les yeux fermés également, la charte olympique. Je crois que quelle que soit votre affectation à Sochi, je crois qu'il est important de commencer par lire ce document en anglais et en français. Je crois qu'il existe en espagnol, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas s'il est d'ailleurs disponible sur le site du CIO.
Mais en tout cas, dans les deux langues officielles des Jeux Olympiques, je crois que c'est quelque chose d'absolument indispensable, à la fois pour avoir l'ambiance générale des Jeux Olympiques, il y a beaucoup de choses dedans, et également pour ceux d'entre vous qui seront appelés à faire non seulement de l'interprétation, mais aussi de traduction, pour fixer la terminologie, et notamment une chose qui est assez étonnante, pour fixer l'usage des majuscules. C'est assez complexe. Par exemple, Jeux Olympiques, c'est toujours J majuscule, O majuscule. Jeux paralympiques également. Bon, paralympique, c'est autre chose, ce n'est pas couvert ici, bien sûr. Mais en tout cas, mouvement olympique, par exemple, c'est un grand thème petit o, petit o. Famille olympique, petit f, petit o. C'est assez il est très difficile de voir quelle est la règle, mais en tout cas, on est censé, lorsqu'on traduit, respecter la terminologie et les usages du client. Et je voyais récemment sur le site de Sochi que, visiblement, ils n'ont pas encore, disons, assimilé la totalité de ces règles. Et pour moi, c'est une référence. Parfois, j'ai bien sûr l'habitude de faire ce genre de traduction, mais parfois, comme ça, de but en blanc, il me vient un doute, est-ce que je dois mettre une majuscule ou pas? Et c'est mon premier réflexe d'aller voir sur ce site, j'ouvre la charte, et de voir si en français on a écrit le terme en question de la façon que je suppose ou d'une autre façon. Alors ce sont vraiment des documents qui sont complets. Vous voyez ici, il y a la table des matières. C'est un petit peu comme aller voir un film, ce que vous allez faire à Sochi. Mais si auparavant vous avez pris connaissance au moins du résumé du film, parfois c'est assez utile. Et là, vous verrez, vous pourrez donc raccrocher cette connaissance que vous aurez acquise en lisant cela à ce que vous verrez ensuite. Ça vous permettra aussi donc d'y voir plus clair. Donc le CIO, les fédérations, c'est ce qu'on vous a expliqué mardi. Les CNO, à ne pas confondre. Et ce sera très intéressant parce qu'il y a énormément de choses dans cette charte, qui n'est pas très longue comme document, ça fait une centaine de pages, je crois. Oui, 98 pages. Mais il y a énormément de choses qu'on ignore et qui sont très utiles. Plutôt que de les apprendre de façon empirique au fil des jeux et de découvrir quelque chose à 3 heures de la fin des jeux et de votre mission, si vous pouvez apprendre ce genre de choses maintenant, ce sera beaucoup plus utile. Ça vous permettra d'avoir un travail plus utile et puis d'en profiter davantage. Donc c'est vraiment la Bible du mouvement olympique et des Jeux olympiques. C'est quelque chose que, si vous n'avez pas lu ce genre de texte, il faut le faire absolument et le faire en priorité. Sur le site du CIO, il y a toutes sortes de textes concernant il y a par exemple le manuel des chefs de mission qui devrait être sur le site de Sochi, je pense, et là qui sera en anglais et en français. Je ne sais pas comment il a été traduit ni qui l'a traduit, mais c'est un document très complet en général. Donc là par exemple, d'ici au jeu, imaginons que le week-end prochain, il y ait une grande descente quelque part de la Coupe du Monde. Il faut à tout prix que vous lisiez dans vos langues les commentaires, donc en anglais, si vous faites l'anglais, bien sûr, comme tout le monde. Et puis également que vous achetiez l'Équipe, ou en tout cas un journal francophone, pour lire la description des mêmes choses. Ce ne sera pas tout à fait la même chose, parce que l'Équipe mettra plus l'accent sur les athlètes français, sans doute, le journal anglophone sur d'autres athlètes. Mais en tout cas, ça décrira les mêmes événements, les mêmes choses. Donc là, c'est un bon moyen d'appréhender à la fois ce qui se fait dans ce genre de sport et puis également d'en découvrir la terminologie. Aux Jeux olympiques, bon, la sécurité joue un rôle important et absorbe un budget étonnant d'ailleurs, mais il y a aussi d'autres aspects périsportifs, disons, qui jouent un rôle important dans certains sports et qui justement provoquent parfois de gros scandales ou en tout cas suscitent beaucoup d'intérêt et d'attention de la part de la presse. Ce qui est dopage. Et donc, quelle est la référence en matière de dopage? L'AMA. Hein. Et le site de l'AMA est en anglais et en français, bien sûr. On a les deux langues. Et les traductions sont bonnes. Donc, on peut prendre les textes de référence de l'AMA, le code de l'AMA, on peut l'utiliser, on peut prendre les deux versions, française et anglaise,
et se dire que ce qu'on y trouvera à la fois comme concept est intéressant, il faut savoir ce qui se passe et pourquoi, etc. Mais le vocabulaire utilisé, il est très riche. Hein, si vous utilisez le code, par exemple, qui lui aussi doit changer d'ailleurs incessamment, mais il est très riche et ça permet de se faire un glossaire très intéressant. Et si vous êtes ensuite appelé à travailler pour quelqu'un dans le cadre du contrôle du dopage, c'est absolument indispensable. Par ailleurs, si vous faites du médical, plus que par exemple les conférences de presse après une épreuve, la terminologie est essentielle. Hein. Il faut savoir comment se dit une substance, on ne peut pas improviser. La terminologie purement sportive décrivant une figure d'un athlète qui fait du patinage ou qui fait du snowboard, on peut à la limite faire une périphrase, on peut à la limite décrire. Mais si vous avez affaire à quelque chose qui relève d'un domaine scientifique comme le dopage ou le contrôle du dopage, il faut connaître les termes précisément. Alors, presse et télévision, donc, ce sont les références. Toujours veiller à ce que ce ne soit pas des traductions. Mais je mets aussi attention parce que j'ai eu l'occasion de travailler pendant des années pour le Tour de France et j'ai pu voir comment en régie, les journalistes parfois faisaient de la traduction sans être traducteurs. Et j'ai souvent été choqué de voir qu'ils comprenaient un mot et à partir de la compréhension d'un seul mot faisaient un commentaire, extrapolait des choses qui n'étaient certainement pas dites dans l'original. Et j'ai vraiment souvent constaté qu'il y avait des faux amis qui, tout simplement, ils tombaient directement dans le panneau, mais c'était ensuite proposé aux spectateurs, aux téléspectateurs. Et comme c'est à la télé, on a tendance à croire que c'est vrai. Donc, prudence, là encore, que ce soit une langue originale. Attention aussi dans les dépêches de presse. Hein. Les grandes agences de presse, très souvent, font de la traduction. Hein. Les dépêches arrivent en anglais, qui est la langue universelle encore, et puis c'est traduit par des gens qui ne sont pas traducteurs et qui en fait font fi des règles élémentaires de la traduction qu'on connaît tous.